Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 4, le 5e jour de course de ce Tour de Romandie 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de Thuon 2000. Il s'est passé quand même quelques petites choses à Thuon 2000, qui est une arrivée extrêmement difficile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, ça c'est le podcast. Et TikTok également sur la chaîne. Du côté de ce Tour de Romandie, l'étape 4, encore un sprint, non je déconne, l'étape 4 c'est parce que j'ai oublié, j'ai fait un copier-coller, de changer cette partie-là de mon texte. Étape 4, c'était une arrivée en bas, c'était une étape qui était très compliquée, encore de la pluie à Thuon 2000, parce que j'ai revu hier les images de l'arrivée de Geraint Thomas et il y avait déjà un temps pourrave lorsque Geraint Thomas il perd sa pédale, c'était le dernier passage à Thuon 2000. Vraiment une arrivée très difficile parce qu'on est haut en altitude, qu'on est encore tôt, hein, mois d'avril. Beaucoup de coureurs, c'était la première fois de l'année où ils passaient les 2000 mètres, hein, parce que sur le Tour des Alpes, on ne l'a pas fait. Je crois que Tour des Alpes, on s'arrêtait à 1005. Il y a eu le Tour de France, on était à Paris-Nice, pardon, on était à 1008. 1007, je crois, sur le Tirreno. Et sur le Tour de San Juan, on est monté à 2004, 2500 mètres, je sais plus c'était combien la côte. Mais bon, à part les coureurs qui avaient fait San Juan en course, pour la plupart des coureurs qui étaient présents ici, c'était quand même une première. Et donc ça s'est joué vraiment à la pédale. Hein. Il y a eu des attaques de Romain Bardet. Et puis quand Adam Yates s'est sorti, on a senti qu'il avait un très très bon coup de pédale. Et puis Adam Yates, c'est peut-être moins spectaculaire que Simon, son frère. Moi, c'est vrai que je préfère un peu Simon Yates à Adam Yates entre les deux frères. Mais ça reste quand même efficace. Et là, aujourd'hui, il a fait vraiment la différence. Alors, on a tremblé quand on a vu Thibaut Pinot accélérer. On s'est dit « Oh !» Pourquoi pas la victoire d'étape? Et puis il a tout tenté, mais l'écart était un peu grand en fait quand il a attaqué. Il y avait déjà 10 secondes, il n'y avait plus que 2 km et c'était un peu trop long comme écart pour revenir en 2 km pour Thibaut Pinot. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même une belle journée, même si pour les coureurs ça a été une journée très éprouvante parce que des conditions climatiques étaient difficiles, du froid quand même en haut de cette montée de Thuon 2000 et puis pas mal d'humidité aussi. Donc je pense que les coureurs vont faire un gros dodo ce soir, surtout que la dernière étape, il peut encore se passer un petit peu des petites choses peut-être. Pour le général, ça sera peut-être plus compliqué, et encore on peut avoir des surprises et des rebondissements, ouais, j'espère que les coureurs là vont bien dormir ce soir parce que demain l'étape va être animée, surtout que l'étape part tôt demain, parce que autant sur les premiers jours on arrive plutôt tard sur le Tour de Romandie, c'est l'une des premières courses de l'année, on arrive vraiment à 17h30 vraiment dans les horaires, autant là sur les 2 derniers jours on arrive assez tôt pour laisser la place à d'autres événements du côté de la Suisse. Et je crois qu'on a bien fait le débrief rapide et nous allons passer tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Eh bien, parmi les coureurs au top, Adam Yates aujourd'hui, il a été fort. Bon, il a profité aussi du fait qu'Ayuso soit pas encore au top de sa forme, mais non, il a été fort parce que il attaque quand même à un moment où tout le monde est un peu à bloc. Romain Bardet a fait plusieurs attaques, Eddie Dunbar aussi a attaqué, et lui c'est le seul qui a réussi à en remettre à ce moment-là, alors que on avait l'impression que tout le monde avait envie de souffler. Et souvent quand vous attaquez, quand vous êtes grimpeur et que vous arrivez à attaquer, quand tous les autres ont besoin de souffler, souvent vous faites un écart et vous allez à la victoire parce que vous arrivez à prendre 10-15 secondes d'avance et ensuite vous arrivez à la victoire. Mais on a bien senti quand même que sur la fin, c'était pas si facile que ça parce qu'il part quand même à 5 bornes de l'arrivée. Il y avait encore des gros pourcentages à franchir et on a bien senti qu'Adam Yates, il a jamais eu tant d'avance que ça, même si ça se regarde un peu, il a 10-15 secondes d'avance.
Mais vraiment, c'était assez serré quand même sur cette étape et qu'il n'était pas une jambe au-dessus de tout le monde, Adam Yates. Mais on sait que c'est le type de montée qui lui convienne, quand il y a du pourcentage. Quand c'est long quand même, il n'est pas mauvais, Adam Yates aussi. Mais les pourcentages, il aime bien parce que ses qualités en termes de puissance font vraiment la différence. C'est un coureur qui est très puissant pour un grimpeur et c'est un peu la qualité des frères Yates quand même et que lui il arrive vraiment à garder cette puissance pendant très longtemps, à emmener du braquet pendant très longtemps, et c'est vrai que c'est un coureur qui a cette faculté là. Et puis c'est bien pour Adam Yates parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était pas forcément un début de saison si incroyable que ça. Sur l'UAE Tour, c'est vrai qu'il s'est un petit peu raté. Et je pense qu'il avait envie de se rassurer aujourd'hui, Adam Yates. Je pense qu'il s'est plutôt bien rassuré. Parmi les coureurs au top aussi, on peut signaler chez l'UAE Maïka, qui fait encore un gros travail d'équipier. Maïka, il pourrait être leader dans des équipes. Aujourd'hui, leader pour le général ou avoir un statut vraiment comme Thibaut Pinot, on peut dire. Donc c'est certes t'es bien payé chez UAE, mais c'est fort quand même quand ils arrivent à gérer les égos de ce type de coureur là, parce que c'est un mec qui a fait des top 10 notamment sur le Giro. Ils arrivent à gérer son ego pour pas qu'il décide de prendre le leadership à Pogacar ou un autre coureur, ou qui critique la manière de faire, comme on a vu chez Jumbo avec Tobias Foss. Je trouve que chez UAE, ils arrivent très bien à gérer les égos, ce qu'arrivait à faire Nicolas Portal chez Ineos Sky. C'était de réussir à gérer toutes ces stars dans un effectif, parce que c'est bien d'avoir des stars dans un effectif, on le voit avec le PSG, c'est pas forcément si facile que ça de gérer les égos de ces stars, et je trouve que chez UAE ils arrivent plutôt bien à s'en sortir, même si je pense que s'ils recrutent Jorgensen, un Almeida va peut-être commencer à tiquer un petit peu. Mais bon, après, vous avez le salaire aussi qui aide, mais il va peut-être commencer à tiquer un petit peu, Joao Almeida. On continue avec Max Poole. Très belle étape de Max Poole, bien aidé par le travail de Romain Bardet quand même, qui a fait pas mal d'attaques, par Oscar Onley aussi, qui a fait un bon boulot dans la montée. C'est vrai que DSM a bien couru collectif, ça avait peut-être pas forcément été le cas dans les jours précédents, mais là, ils ont bien couru collectif. Je pense que Bardet, hier, il était fatigué au niveau des jambes, on l'avait dit après Liège. Il est sur la fin d'un cycle, lui, de travail. Il a décidé de faire le Tour de Romandie. Est-ce que c'était peut-être pas très judicieux, mais en même temps, on savait pas qu'il y avait tous les gros. On savait qu'il y avait que les Pogacar, Vingegaard n'étaient pas là. Et Renko aussi, donc ça a laissé de la place. Et c'est vrai que Romain Bardet avait remporté le Tour des Alpes l'année dernière, donc il s'est peut-être dit sur une course comme ça où il n'y a pas tout le monde, je peux peut-être réussir à faire une bonne course. Bon, ça a été un peu compliqué, un peu fatigué tout simplement du côté de Romain Bardet. Donc on a décidé aujourd'hui de confier le leadership à Max Poole, et ça s'est vraiment bien passé pour le coureur anglais qui finit quatrième. Max Poole, jeune coureur, très jeune coureur. Il est même deuxième du maillot blanc à 20 secondes de Jorgensen et devant Uijtdebroek. Il a à peu près le même âge qu'Uijtdebroek parce que lui il a 20 ans. Uijtdebroek il doit avoir 19. Peut-être qu'il va avoir les 20 à la fin de l'année. Et c'est quand même un coureur qui est très intéressant. Maillot blanc également du Tour des Alpes. On en avait parlé avec Ricitello lors de cette course. 6e du classement des jeunes du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Donc là, il est en tête pour le moment du maillot blanc du Tour de Romandie. Et c'était vraiment une étape intéressante parce que pour ce coureur-là, c'était le tester sur une longue montée avec du pourcentage, qui est une montée de Sion 2000, où si vous explosez, vous pouvez vraiment vous prendre 5 minutes dans la gueule. Donc c'était vraiment un test pour un coureur qui était l'année dernière dans l'équipe développement, qui avait fait 7e notamment de l'Arctic Race of Norway, mais c'est pas les mêmes types de montées, 10e du Saskatoon, 6e du Tour de la vallée d'Aoste. Là il s'en est très très bien sorti. Il a fait vraiment une très très belle étape, et c'est un coureur qui est quand même un peu suivi par DSM depuis quelques temps, qui a fini deuxième de la Philippe Gilbert Junior, mais qui avait remporté l'étape de Remouchant, et qui avait remporté le classement du maillot vert du Grand Prix Rubyland, également en Suisse, qui sont des épreuves un peu références chez les jeunes, et 4e en 2020. Donc en 2020, il avait quel âge ? Il avait 17 ans.
de la FIB, Gilbert Junior. Il avait fini 4e et 3e à la Redoute, puisque cette année-là, l'étape arrivait à la Redoute. Voilà, c'est quand même un coureur qui a du potentiel. 7e de Paris-Roubaix Junior, 9e des championnats du monde junior en 2021. 2022 avait été un peu plus compliqué à certains moments, notamment sur le Tour d'Italie, moins de 23 ans, le Bibi Giro. Ça avait été un peu plus difficile, mais là c'est vraiment bien ce qui fait ce jeune coureur anglais. Et puis contrat de 2 ans chez DSM. Et puis bon, on l'avait dit déjà la dernière fois, mais la force de cette formation DSM, de réussir toujours à renouveler, à retrouver des jeunes coureurs, alors que c'est vraiment pas forcément évident pour cette formation qui a souvent beaucoup de turnover, mais qui arrive toujours à trouver des jeunes pépites parce que gros travail de formation. L'équipe de développement, elle existe depuis très longtemps chez DSM parce qu'ils avaient un peu copié le modèle de la Rabobank à l'époque, parce que c'est la Rabobank qui a eu la première équipe réserve. Et c'est vrai que DSM, ça marche très bien, comme ça marche bien chez Conti, Groupama. Voilà, on voit que maintenant il y a vraiment des équipes qui, sur la formation, font du très très bon travail. Je pense aussi à CIC Unantes Atlantique, qui a remporté une étape du Tour de Bretagne. J'ai vu ça hier. Donc vraiment très intéressant ce que font ces équipes-là. Elles n'ont pas les moyens dus à eux, mais elles arrivent quand même à former des jeunes coureurs. Et puis si un jour on a un budget capé, bien c'est des équipes qui pourraient très très bien s'en sortir. On poursuit avec Thibaut Pinot. Bah oui, j'ai vibré parce que bon, je le dis assez souvent, mais Thibaut Pinot, c'est pas un coureur comme tout le monde. C'est un coureur qu'on aime ou qu'on déteste, mais il ne laisse jamais indifférent, Thibaut Pinot. Voilà, il ne laisse pas indifférent. Bah, encore aujourd'hui, oui, j'avoue, j'ai tremblé. À un moment, je me suis dit, ça serait beau de gagner cette étape sur le Tour de Romandie. Surtout que maintenant, on sait cette année qu'à chaque fois qu'on le voit pour la gagne, on se dit à chaque fois, c'est peut-être la dernière fois que je vais le voir pour le jouer la gagne. Parce qu'on sait qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, à part s'il est champion de France à Cassel. Mais c'est vrai que ça fait... Il y a des coureurs comme ça, même s'ils n'ont pas un si gros palmarès que ça, ils resteront dans l'histoire parce qu'ils ont marqué par leur comportement, par leur image. Je pense à Jens Voigt. Par exemple, Jens Voigt, c'est pas le plus gros palmarès de l'histoire. Loin de là, du côté de Jens Voigt. Mais il me marque toujours, moi, Jens Voigt, parce que c'était un énorme baroudeur, parce que c'était un coureur qui était très sympathique aussi en interview, longévité aussi assez exceptionnelle, et puis gros équipier aussi dans la formation CSC. Mais Jens Voigt, puis une carrière très longue, et puis il a résisté à une période où en Allemagne c'était pas facile de faire du cyclisme après l'affaire Gerolsteiner. Donc ouais, Jens Voigt. Il y a des coureurs comme ça qui peuvent vraiment être très intéressants et rester dans le temps. Et je pense que Thibaut Pinot fait partie de ces coureurs-là. C'est peut-être pas le plus gros palmarès de l'histoire, mais il a fait trembler les gens, il a fait vibrer les gens. Je pense à Nibali, par exemple, qu'on gardera peut-être plus dans l'histoire qu'un Chris Froome. Oui, mais parce que Nibali, il avait cette faculté à faire animer les foules que n'a jamais vraiment eu Chris Froome, parce que un peu antipathique Chris Froome sur une grande partie de sa carrière. Depuis qu'il est blessé, il a une meilleure image, plus sympathique, mais peut-être moins de pression aussi sur les épaules. Et Thibaut Pinot, et puis c'est rassurant aussi pour le Giro. Faut pas s'attendre à ce qu'il joue vraiment un gros classement général. S'il fait 8 ou 9, ça sera déjà bien, Thibaut Pinot. Mais c'est rassurant de se dire qu'il a les capacités pour aller chercher une victoire d'étape. Thibaut Pinot, c'est son objectif sur le prochain Giro. Et sur le prochain Tour de France, c'est d'aller chercher une victoire d'étape. Voilà, c'est de gagner une dernière fois sur un grand tour. Voilà, où c'est son objectif à Thibaut Pinot. Et sur le Giro, on voit qu'il avait vraiment des bonnes jambes. Donc oui, c'est plutôt rassurant, surtout qu'il était peut-être aussi un petit peu en proie au doute. Après, c'est-à-dire que le chrono était pas mauvais, c'était correct. Voilà, les 2 chronos, ils étaient corrects. Donc là, ça va peut-être le rassurer un petit peu, Thibaut Pinot. Et puis, la jeune garde, elle n'est pas encore là. Lenny Martinez était un petit peu plus loin. Pourtant, à un moment, il a remonté, Lenny Martinez, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis, je termine
avec Egan Bernal, rassurant pour Egan Bernal, 8e aujourd'hui, montée de 20 bornes à 2000 mètres d'altitude. Alors certes, on sait que ce sont ses qualités, mais je trouve qu'il ne s'est pas affolé quand il a été lâché. Et surtout, il n'a pas explosé. Il finit à 54 secondes, c'est-à-dire qu'il finit à 9 secondes de Romain Bardet. Il finit à 30 secondes de Uijtdebroek. Pour un coureur qui n'est pas encore à 100%, qui forcément doit récupérer un peu de puissance, un peu de force physique, je trouve que ce Tour de Romandie va être important dans sa reconstruction en tant que coureur cycliste. Il y a eu, oui, un énorme choc, voilà, vous avez eu un énorme accident. Derrière, il y a la fois où vous remettez un dossard pour la première fois, et puis il y a la fois où vous pouvez de nouveau vous battre ou être pas loin de vous battre pour la victoire ou pour quelque chose de bien. Et là, aujourd'hui, Egan Bernal, il a passé cette étape-là. Alors ensuite, Egan Bernal, il y aura une autre étape à passer. C'est la victoire d'étape ou un bon classement général, un top 5 sur le classement général d'une course. Et là, il aura franchi encore un autre palier. Vous savez, c'est comme avec Jacobsen. Jacobsen, il a fallu des paliers. Il y a eu la remise du premier dossard, c'était le Tour de Turquie. Et puis, sur le Tour de Turquie, lui, il a réussi à faire le premier dossard et puis à se dire, ah bah tiens, j'arrive quand même à faire un très bon boulot pour Mark Cavendish à l'époque, sur ce Tour de Turquie-là. Et puis, il va remporter sa première victoire assez vite après derrière. Première victoire sur un grand tour. Moi, je dis toujours, c'est pas la victoire sur le Tour de France qui clôture ce chapitre Jacobsen, c'est quand il gagne sur la Vuelta, où vraiment il clôture ce drame, on va dire, de la Pologne. Et bien pour Egan Bernal, il lui manque encore quelques étapes, mais aujourd'hui, c'était rassurant sur sa condition physique et son état de forme. Donc plutôt très satisfait de ce qu'a fait Egan Bernal. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Juan Ayuso. Compliqué aujourd'hui pour Juan Ayuso, mais bon, encore une fois, quand tu reprends aussi tardivement, il y a eu quelques pépins physiques en plus, hein, tout n'a pas été non plus si nickel que ça dans sa préparation, même si je trouve que, enfin, même si on sait qu'ils ont un peu attendu quand même avant de le remettre, qu'ils auraient pu le faire redémarrer un peu plus tôt, Juan Ayuso, bah forcément tu manques de caisse. Forcément, et là sur une montée comme ça de 20 bornes, bah, ça se joue à la pédale, ça se joue à la condition physique, et Ayuso, bah, il lui en manquait, il explose assez loin de l'arrivée. Ça montre qu'il y a encore du boulot à faire pour Juan Ayuso. Peut-être en plus qu'il n'avait pas fait de stage en altitude, hein. Je ne sais pas précisément quelle a été la préparation de Juan Ayuso avant ce Tour de Romandie, avant cette reprise. Mais je pense que chez UAE, on avait anticipé. C'est vrai que on voit dans la manière dont ils n'ont pas du tout attendu Ayuso. On voit dans la manière dont court Adam Yates. Voilà, je pense qu'ils ne se faisaient pas d'illusions sur Juan Ayuso aujourd'hui. C'est dommage pour le coureur espagnol, mais c'est vrai qu'on m'a mis dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il peut aller sur le Tour de France si Pogacar n'est pas au top? Moi, je mettrais plutôt Adam Yates, pour tout vous dire, et Maïka. Je pense que Ayuso, si on veut qu'il soit prêt pour le Tour de France, il va tomber dans le même problème qu'avait eu Miguel Ángel López son année à la Movistar, qui avait dû enchaîner les jours de course, notamment au mois de juin. Il avait fait beaucoup de jours de course au mois de juin. Je ne sais plus s'il avait fait Dauphiné au Tour de Suisse. Puis je me souviens qu'il avait fait notamment le Mont Ventoux dénivelé Challenge. Il avait fait également la course qui est avant, également dans les Alpes, la course française qui est avant dans les Alpes. Il avait enchaîné les jours de course, ce qui fait qu'il arrive sur le Tour de France, il est cramé. Alors il n'est pas cramé parce qu'il a 55-60 jours de course sur l'année. Non, il en avait 25 ou 30. Le problème, c'est que ces 25 jours ou 30 jours de course qu'avait eu Miguel Ángel López, ils étaient condensés entre avril et mi-juin. C'était beaucoup sur une trop courte période. Et le problème, c'est que pour être performant sur un Tour de France, bah, faut quand même un minimum de jours de course dans les pattes. Et le problème, c'est que minimum de jours dans les pattes, s'il vous faut 22, 23, 24 jours, et que vous avez jusqu'à mi-juin, parce que bon, la saison en juin, elle s'arrête quand même assez tôt avec les championnats nationaux, et vous avez quand même un trou qui est assez énorme en juin au niveau du calendrier. Je pense que ça risque d'être compliqué pour Juan Ayuso, mais pour la Vuelta, oui, il va arriver plus frais que ses adversaires, et ça va être vraiment une force, surtout en troisième semaine, parce que quand ses adversaires seront peut-être un peu fatigués, parce que certains auront fait un autre grand tour, eh bien lui pourra faire la différence et accélérer. On continue avec la Jumbo.
Bah, j'ai pas trop compris leur stratégie, la Jumbo. Alors, pas sur l'étape du jour, mais globalement sur ce Tour de Romandie. Aujourd'hui, on fait abandonner Tobias Foss. On dit qu'il est malade. Bon, on nous dit quand même maladie mineure pour Tobias Foss, qui se préserve pour le Giro. Donc déjà, si tu veux faire le Giro, moi j'ai toujours du mal à comprendre Je trouve que c'est toujours très risqué de faire Giro Tour de Romandie, parce que j'ai dit toujours, sur le Tour de Romandie, il fait rarement beau. Et je trouve que enchaîner les deux est toujours un peu risqué quand on veut jouer le général. Quand on est dans le cas de Thibaut Pinot, qui pour moi ne jouera plus sa victoire d'étape que le général, je pense que c'est un peu différent. Mais on sait très bien que c'est compliqué d'enchaîner autant de jours de course en un mois. Parce que là, on est fin avril, en 5-6 semaines, il va enchaîner en fait 4 semaines de course. Donc ça veut dire que tu enchaînes 26 jours à peu près, 26 étapes, si on enlève les étapes de repos. Donc ça fait quand même beaucoup. Et surtout, du côté de Jumbo, si on n'était pas sûr de Tobias Foss, ou si on pensait le préserver, alors déjà pourquoi l'avoir emmené sur cette course, mais surtout pourquoi on a un peu sacrifié Kreuzweig. Dans ce cas-là, il fallait garder Kreuzweig, parce que, bon, je l'avais dit, il y a quelques jours, j'avais dit on sacrifie Kreuzweig, Foss, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et Thomas Glogg, c'est quand même un très jeune coureur, donc il peut se planter. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Glogg, il est maintenant assez loin en général. Je vais vérifier ça tout de suite. Hop, classement général des Jumbo. Glogg, il est quand même 11e, donc c'est quand même décevant. Un peu décevant pour la Jumbo-Visma. Pour Thomas Glogg, ça reste encore une fois un jeune coureur, mais il avait perdu beaucoup de temps sur le chrono. Et puis Kreuzweig, seulement 32e, mais en même temps, on lui a un peu niqué sa course du fait qu'il a roulé énormément. Ils sont plus que 4, en passant chez Jumbo. Mais ouais, je trouve que la Jumbo sur cette course a pas très bien géré. Il fallait garder en embuscade Kreuzweig, ou peut-être protéger plus Thomas Glogg, ou viser peut-être le maillot blanc pour Thomas Glogg, mais je trouve que on a voulu viser le général avec Tobias Foss, sauf qu'on n'était pas sûr qu'il aille jusqu'au bout, parce que je pense que Jumbo, ils avaient déjà l'idée en tête de se dire tout dépend comment il est au classement général, mais est-ce qu'il va faire Tour 2000, monter à 2000 mètres au mois d'avril, c'est quand même risque de choper un rhume ou autre chose, parce qu'on voit qu'il y a quand même aussi pas mal de cas de Covid qui rôdent du côté du peloton depuis Liège-Bastogne-Liège. Donc c'était, je trouve que c'était un peu une prise de risque. Voilà, au niveau de l'équipe Jumbo-Visma. Je continue avec Bob Jungels. Énigme du cyclisme, Bob Jungels quand même. Énigme du cyclisme, parce que l'année dernière, on pensait avoir retrouvé Bob Jungels. Sauf que quand tu regardes, en fait, il a été performant sur les 4 dernières années, 2 mois. Et encore, quand je dis 2 mois, je suis quand même un peu sympa. C'est-à-dire qu'il a été performant juillet de l'année dernière. Voilà, quasiment. Bob Jungels, là aujourd'hui, il a complètement explosé. Il finit très loin, Bob. Jungels, que je le retrouve. Il finit 43e de l'étape. Donc c'est vraiment pas bon. Et il n'a pas eu vraiment un rôle d'équipier, parce que je pense que c'était le leader. Ça en plus, à quelques jours du Tour d'Italie, c'est pas très très rassurant. Surtout que sur les courses précédentes, sur le Tour de la Communauté de Valence hors délai sur l'étape 5, et sur Paris-Nice, il finit 19e. Donc c'est compliqué, mais c'est vraiment une énigme, Bob Jungels. Déjà, c'est une énigme parce que être aussi performant avec ce gabarit-là, c'est quand même 1m89, 70 kg, c'est quand même assez surprenant. C'est quand même un coureur qui a remporté à la fois un Kurn-Bruxelles-Kurn, un Liège-Bastogne-Liège, mais aussi qui a réussi à faire des performances sur les grands tours en faisant des top 10, notamment sur le Giro. C'est vraiment une énigme, parce que ça fait depuis 2018, j'ai envie de dire, que du côté de Bob Jungels, c'est quand même depuis sa victoire à Liège-Bastogne-Liège 2018, que c'est très compliqué pour Bob Jungels, et on a du mal à comprendre pourquoi. Ça a été compliqué chez AG2R. Alors chez AG2R, il avait dû se faire opérer de l'artère iliaque. Il revient performant en 2022, mais là, son début de saison 2023, on retombe un petit peu dans les mêmes eaux, et c'est vraiment pas top, du côté de Bob Jungels.
Et chez Bora, il va avoir un rôle d'équipier sur le prochain Giro. Parce que j'ai pas vérifié, mais Bora, ils viennent avec Vlasov, voilà, comme leader. Donc il a un rôle d'équipier. Vlasov et Kemna, qui n'ont pas été si foufou que ça aussi, notamment sur le Tour des Alpes. Donc du côté de Bob Jungels, il jouera le rôle d'équipier, mais c'est dommageable quand tu es chez AG2R, que tu fais pas une saison si mauvaise que ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il reste chez AG2R ou qu'il aille chez Arkea en remplacement de Quintana, dans un rôle un peu plus de leader? Est-ce que c'est un coureur qui travaille bien aussi? On peut se poser des questions avec Bob Jungels, parce que je trouve que quand même il y a des performances qui font comme ça. Et c'est assez surprenant. On regarde tout de suite l'étape 5. Dernière étape de ce Tour de Romandie. On part de Vufflens-la-Ville pour arriver à Genève. 170 km. Assez vallonné quand même pour une dernière étape, même si la fin de journée, les 40 derniers kilomètres, les 50 même derniers kilomètres sont en faux plat descendant. C'est quand même pas une étape si facile que ça. Oui, les 50 derniers kilomètres, je dis 60, non, les 50-40 derniers kilomètres. Vufflens-la-Ville, début de journée, on aura la côte de Sullens, 2 km 1,5,7 de moyenne, qui n'est pas au classement de la montagne. On fait un premier passage à Vufflens-la-Ville. Il faut savoir que le Tour de Romandie, c'est une course qui est un peu spécialiste des arrivées en circuit ou des départs en circuit. Ça arrive très souvent sur le Tour de Romandie. C'est un petit peu la tradition de cette course. Vous l'avez vu déjà il y a quelques jours. Donc Vufflens-la-Ville, la fin du premier tour. Et puis ensuite, on reprend la côte de Sullens pour ressortir. Et puis, sprint intermédiaire à Cossonay, au kilomètre 65.5, donc là ça sera une centaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis vous avez la première difficulté du jour au kilomètre 95, mais on aura eu quelques petites bosses auparavant. Grand Fuet, 5 km 8 à 7,5 de moyenne. Cette côte de Grand Fuet, elle n'est pas si facile que ça, notamment avec 2 km au-delà de 8,8%. Et puis également un kilomètre entre le passage 4 et le kilomètre 4 et le kilomètre 5, pardon, à 8,4%. Donc c'est assez pentu quand même. Certes, c'est pas très long, 5 km 8, mais il y a de la pente. On est en plus là, à ce moment-là, à 75 km de l'arrivée. Ça peut donner peut-être des idées pour éliminer des sprinteurs, pour tenter d'éliminer des coureurs qui ne seraient pas au top de leur forme, pour tenter de remonter au classement général peut-être, parce qu'on ne sait pas, peut-être que ce soir on va encore avoir des cas de Covid, ou il y a encore des coureurs qui vont se préserver pour le Giro. Donc on va voir ce que ça va donner. On aura ensuite une deuxième montée, la montée du Mollard, 3 km 3, 6,8 de moyenne, côte de troisième catégorie au kilomètre 119, c'est-à-dire à 51 km de l'arrivée pour le sommet. Le Mollard, bon là c'est un peu moins compliqué et surtout c'est beaucoup plus court, 3 km 3, 8,2%, 7,8, 7,6. Bon, après, encore une fois, si le rythme est élevé en cette fin d'étape, ça peut aider, surtout qu'après le Mollard, il y a encore 2 km en faux plat montant, j'irai 2-3 km en faux plat montant avant d'activer la descente. On aura un sprint intermédiaire à la Violette, et puis ensuite l'arrivée à Genève qui sera sur du faux plat descendant, quand même sur la dernière partie d'étape, donc on devrait avoir une dernière heure de course plutôt rapide. On m'a demandé dans les commentaires de remettre les favoris, des fois je le fais pas, bon là j'ai même noté vraiment des noms. Moi j'ai mis Simon Kerr, qui a quand même des bonnes jambes et puis qui est pas très dangereux au général non plus. C'est-à-dire qu'un Simon Kerr, il peut s'isoler un peu dans un groupe de contre. Il est à 2,20, 2,28, je sais plus précisément, donc il n'est pas extrêmement dangereux pour les hommes de tête. Ça peut être une carte à jouer, c'est un coureur qui aime bien s'échapper, même si, encore une fois, la dernière partie d'étape n'est pas vraiment favorable. En cas de sprint, je mets Ethan Etter, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sprinteurs au départ, et qu'Ethan Etter, après c'est quand même une arrivée sur le plat, donc c'est pas forcément là où il est le meilleur, mais bon, on a vu sur la première étape, il avait été performant, et puis pas sur la première étape, pardon, sur l'étape c'était 2, il avait été performant. Et puis je mets un coureur qui avait été performant sur l'étape 1, c'est Thibaut Nice, et là je le prononce bien parce que je ne savais pas que Thibaut Nice était le fils de Sven Nice. J'ai connu Sven Nice, c'est même à une époque où je regardais de temps en temps du cyclocross. C'est pour vous dire que c'était il y a très longtemps. Sven Nice, mais qui a été aussi coureur sur la route, et était dans une équipe avec des maillots verts. Je sais plus comment s'appelait cette... c'était pas Kolstrup, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est une équipe belge.
qui avait des maillots vert foncé. C'était pas la Moucredit, je sais plus. Dans lequel il est passé Sven Nys, qui a jamais été hyper performant sur la route, mais c'était à une époque où on compartimentait énormément route et cyclocross, qui est quand même une chouille moins le cas aujourd'hui par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, tu avais les spécialistes de cyclocross, ils allaient quasiment pas sur la route. Francis Mouret, l'un des rares, c'était John Gadret, mais quand il a commencé à aller sur la route, il a arrêté de faire du cyclocross, John Gadret. On considérait que c'était incompatible de faire du cyclocross et de la route. Les temps ont bien changé désormais. Donc arrivé du côté de Genève pour cette dernière étape du Tour de Romandie, on fera le débrief à 21h demain soir, débrief sur TikTok dans la foulée de l'arrivée de l'étape. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!